Monsieur Mansaré, vous étiez présent à ces assises, s'il faut le dire ainsi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces journées de l'emploi et de l'investissement? Parce que aujourd'hui, nous parlons éducation, nous parlons enseignement, mais la finalité, c'est l'insertion socio-professionnelle de l'apprenant ou du diplômé. Alors, quelles sont les conclusions qui sont sorties de ces assises-là au Maroc? Vous qui étiez un participant. Merci pour cette très belle question. Personnellement, je suis persuadé que si nous n'arrivons pas à connecter les universités au marché d'emploi et au centre de recherche et aux décisions politiques, l'école n'a plus ses vrais sens. C'était dans ce cadre-là que cette deuxième édition a eu lieu pour parler exactement sur corrélation entre l'emploi, l'investissement et surtout aussi un regard multidimensionnel par rapport au rôle qui doivent jouer les universités et les écoles professionnelles. Donc, en résumé, il y a eu à peu près 50 et quelques communications, plus de dizaines de pays participants, et également cette activité a été abritée au sein de la plus grande université du Maroc, l'Université Mohamed V, plus précisément faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. On me dit qu'il y a à peu près 1 million d'étudiants là-bas. Ah oui, c'est la plus grande. C'est la plus grande université, normalement. Donc, en résumé... voilà, Monsieur Mansaré, vous allez nous excuser très fort. On va envoyer l'extrait de votre sortie lors de ces journées internationales de l'emploi et de l'investissement. Alors donc, on regarde tout de suite ensemble et on revient. L'emploi et l'investissement au centre des journées africaines dédiées à ces deux secteurs. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat a rassemblé des esprits créatifs, des entrepreneurs passionnés et des chercheurs dévoués pour se pencher sur les moyens à même de favoriser l'emploi et promouvoir les investissements dans le continent. Écoutez à ce propos un des participants à cette rencontre africaine au micro d'Imen Slewi. Cette deuxième édition sur la promotion de l'investissement en Afrique vient à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que la création d'emplois et de la recherche doit venir de PME et de PMI. Bien évidemment avec les grandes entreprises. L'Afrique est confrontée à un défi majeur de quelle politique, quel mécanisme et surtout avec quel bailleur pour la promotion, la valorisation des PME et des PMI. Donc la question phare est de savoir aujourd'hui de trouver des pistes de solutions qui peuvent nous permettre de s'orienter vers une nouvelle technique, la promotion et la création d'emplois et surtout la promotion des PME et PMI en Afrique. Donc l'objectif est que nous, les universitaires, les décideurs et les politiques puissent s'unir autour d'une question phare qui consiste à trouver des pistes de solutions et des mécanismes qui peuvent faciliter le financement et surtout la création d'emplois et de diminuer ces flux migratoires que connaissent l'Afrique aujourd'hui. Monsieur Mansaré, nous avons suivi cet extrait de votre sortie médiatique lors de ces journées de l'investissement et de l'emploi au Maroc. Alors, expliquez-nous un peu, parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté aujourd'hui des diplômés qui sortent des institutions d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles et techniques, c'est l'insertion socio-professionnelle. Alors, vous, en tant que spécialiste, vous qui avez écouté beaucoup d'experts également, quelles sont les conclusions que vous avez tirées? Parce qu'aujourd'hui, on veut savoir comment créer ces PME, PMI dont vous parlez là. Comment est-ce que ça se passe? Ok, merci beaucoup. Je vais aller directement au vif du sujet. Au fait, il y a deux grandes problématiques qui se posent ici. Les universités avaient pour vocation de former des gens qui doivent servir l'administration publique et en même temps de servir aussi de ce qui est le capitalisme pur, c'est-à-dire que des fonctions extra publiques. Donc, de ce fait, ici aujourd'hui, nos curricula, nos programmes universitaires sont conçus pour ne être que de bureaucrates, pour être dans les universités généralement. Oui. C'est pourquoi vous avez des filières de sciences humaines, quand je parle de sciences humaines, c'est droit, économie, philosophie et tout, qui va dans ce sens-là. Secondo, c'est de trouver
qui doit alimenter ce programme-là? Ce sont des chercheurs, c'est des universitaires. Donc, il faut également aussi trouver des vrais universitaires qui peuvent piloter ce programme pour faire sortir ces lauréats issus de ce curricula-là. Mais à partir du moment où nous avons connu un autre système de gouvernance qui est à favoriser aujourd'hui cette ouverture à la création des entreprises, c'est-à-dire quoi? On n'est plus dans ce je peux l'appeler comme ça, caracance qu'on peut appeler socialisme. On est sorti de socialisme. Ça veut dire que l'État ne peut récolter que sur quoi? Sur les impôts, les taxes et d'autres ressources naturelles. Mais la création de la valeur ajoutée doit venir de nous-mêmes, qu'on doit promouvoir. Donc, nos systèmes éducatifs... va tout faire en fait. Exactement. L'État ne peut pas employer tout le monde. Ce qu'il peut faire, c'est de préparer un terrain fertile qui peut nous permettre de se chercher et de se faire de l'argent. C'est ça, cette politique qu'on appelle capitalisme. C'est ça en résumé. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que nos curricula, nos programmes universitaires permettent à quelqu'un, dès sa sortie à l'université, qu'il puisse être un auto-entrepreneur, d'apprendre à créer soit d'une société, une petite, très petite société ou entreprise, ou au moins s'associer en groupement ou même entrepreneuriat dans les milieux ruraux. Donc c'est ça, dans les milieux ruraux, je voulais dire, donc c'est ce qui pose problème. Donc aujourd'hui, la conclusion... Monsieur Mansaré, vous qui êtes un financier par exemple, alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réfléchi à comment financer cela? Parce que c'est bien beau de réfléchir sur la question. Mais est-ce que vous avez, en dehors des États, parce qu'aujourd'hui, les États ont beaucoup de problèmes, financièrement parlant, est-ce qu'en dehors des États, vous avez réfléchi à où trouver les financements pour pouvoir financer des micro-projets pour ces diplômés-là qui sortent des institutions d'enseignement supérieur et technique? Est-ce que vous avez trouvé des pistes pour ça? Par rapport à la mobilisation des fonds, ça ne pose pas pour moi assez de problèmes. Ah bon? Non. Pourtant, moi, en tant que... Moi, je vous pose la question. Les gens ont des idées, mais il n'y a pas de financement. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vous parle en tant que... C'est vrai, je suis universitaire, mais je suis aussi un banquier. Aujourd'hui, vous allez trouver une banque, il a plus dans ses livres, plus de 5 000 PME, PMI, mais il ne peut financer que 100 par an. Pourquoi? Parce que les promoteurs ne sont pas outillés de point de vue financier, de point de vue de business plan, de point de vue de la rentabilité de leur entreprise afin qu'on puisse le financer. Donc si l'esprit entrepreneurial doit être inculqué, étudié et surtout l'étudiant doit s'approprier de cela afin qu'il puisse être compétitif. C'est pourquoi il y a les pays sérieux, les pays qui ont de la vision en train de commencer à ramener ce débat dans les universités afin qu'on puisse trouver de programmes qui collent à cette vision, à cette dimension, afin qu'on puisse... allez-y. Voilà, on est en train de tenter le Mohamed Karis, mais vous pouvez continuer dès qu'on l'a et on pourra... Donc, je reviens sur cette question de financement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quel est... Alors donc, pardonnez, monsieur Mansaré, nous avons notre invité au téléphone, monsieur professeur Mohamed Karis. Voilà, donc, professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est professeur Mohamed Karis, vous êtes le directeur des journées africaines d'investissement et de l'emploi. Vous l'avez organisé au Maroc tout récemment. Alors, professeur, quelle est la raison de l'organisation de ces journées pour l'investissement et l'emploi? Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et ravi de partager avec vous donc, si vous voulez, les axes de la deuxième journée des journées africaines de l'investissement et de l'emploi. Merci beaucoup, mon cher ami Mansaré. Donc, les raisons. Donc, d'abord, les journées sont organisées par deux structures de recherche, à savoir un labo de recherche en compétitivité économique et performance managériale à la faculté de Suisse et Université Mohamed V. Et nous avons créé un groupe de réflexion sur l'investissement et l'emploi en Afrique, créé par des enseignants-chercheurs, professionnels et responsables de plusieurs pays africains. Donc la raison, si vous voulez, ou les objectifs, ou les raisons derrière tout ça, c'est un ensemble de constats. Donc le premier constat, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, c'est que les principaux défis des pays africains sont et seront la création de l'emploi pour une population active en augmentation. La part de la population active actuellement est très très importante, elle dépasse
les 55% dans tous les pays africains. Nous avons un deuxième objectif, c'est l'inclusion sociale des citoyens qui demandent la formation et la santé pour tous, la sécurité alimentaire, c'est très très important, le logement, etc. C'est-à-dire que les besoins sociaux, économiques sont énormes et le seront davantage. C'est très très important. C'est-à-dire que l'État, ça a été dit par mon ami, l'État ne peut pas répondre et satisfaire tous ses besoins. Dans ce cas, la seule alternative, c'est l'investissement. Quel que soit l'investissement, soit l'investissement national, soit l'investissement étranger. Donc, professeur, alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que lors de ces journées-là, lors de ces communications, est-ce que vous avez dégagé certaines pistes pour l'investissement dans le domaine de l'emploi? Oui, nous avons des pistes, mais je voulais seulement vous dire un deuxième constat, puisque normalement c'est la base de l'investissement. C'est d'abord que l'Afrique est riche. Nous avons des ressources naturelles, nous avons une diversification géographique, c'est très très important, et les ressources naturelles sont actuellement à la base, c'est-à-dire minières, etc., sont à la base de l'investissement. C'est-à-dire que nous avons d'abord un fonds, si vous voulez, des actifs pour faciliter l'investissement. Mais le problème, c'est que l'investissement nécessite des financements. Voilà, suite à la discussion donc avec mon ami, le financement pose problème. Et puisque le financement pose problème pour les pays africains, donc peut-être l'alternative ou la solution, c'est la petite entreprise. La petite entreprise ne demande pas de fonds importants, elle n'est pas exigeante en termes d'infrastructure de base. Donc on peut installer, on peut créer donc une petite entreprise n'importe où, sur n'importe territoire, et elle peut être créée par n'importe qui. Et elle participe, donc dans ce cas, à la création de l'emploi et au développement local et à l'inclusion sociale. Mais pour arriver à ça, à cet objectif, normalement, les centres de formation, les universités, les centres de formation professionnelle, même en partant de l'école, pourquoi pas, donc même à la famille, donc on doit développer l'esprit d'entreprendre. L'entrepreneuriat est la seule alternative, si vous voulez, pour sortir de cette impasse africaine. C'est très très important. Donc sans l'entrepreneuriat, sans l'entreprise, on ne peut rien faire. C'est pourquoi en amont, normalement, on doit intégrer des modules, des formations spéciales pour le développement de l'esprit d'entreprise, donc chez les jeunes hommes et femmes. C'est très très important. Alors, professeur, moi j'ai une question pour vous. C'est vrai, je vous félicite pour cette belle initiative qui permettra à l'Afrique, si possible, de pouvoir décoller. Mais est-ce qu'un tel projet peut-il réussir si l'Afrique peine à décoller en termes de bonne gouvernance? Oui. J'ajoute 2 points. C'est que on doit faciliter, donc les pouvoirs publics doivent faciliter et encourager la création de la petite entreprise. C'est très très important. Nous avons un autre point, c'est faciliter le financement ou des lignes spéciales, spécifiques pour la petite entreprise, avec des taux d'intérêt peut-être allégés et avec un cautionnement public, des garanties publiques. C'est très très important. C'est le cas, nous avons le cas marocain avec plusieurs lignes. Et la petite entreprise ou les porteurs de projets de la petite entreprise demandent normalement l'accompagnement, c'est très très important. Mais la condition de base en Afrique, c'est qu'aucun ne peut investir dans des pays ou dans des régions
où il n'y a pas de stabilité et de sécurité. Donc j'ai des doctorants qui travaillent sur ça, des doctorants africains qui travaillent sur ça, sur l'importance de la sécurité dans le développement de l'investissement. C'est très très important. L'importance de la stabilité, puisque normalement nous avons des organismes de notation qui donnent une note à chaque pays en fonction, on parle de la note État, en fonction de la stabilité, de la sécurité, etc., etc. Plus les indicateurs macro et ainsi de suite. Alors, professeur... Mais la sécurité est primordiale pour le développement de l'investissement. Voilà. En tant qu'expert, vous êtes mieux placé pour apprécier nos gouvernements. Après la première journée, après les premières journées, vous venez d'organiser les deuxièmes journées. Quels sont les bons élèves au niveau du continent africain en termes d'emploi? De création d'emploi. Quels sont les bons élèves, les pays africains qu'on peut citer un exemple en termes de création d'emploi? Oui, nous avons plusieurs. Donc nous avons plusieurs et nous avons d'autres qui ont des projets. Donc je peux prendre par exemple le cas marocain, même si le défi pour l'Afrique, c'est que même en créant des emplois, actuellement les pouvoirs publics essaient de créer des emplois, mais malheureusement ce n'est pas malheureusement, peut-être heureusement, on peut l'utiliser dans le côté positif, c'est que nous avons une population active très très importante, un taux d'activité très très important. Mais malheureusement, quel que soit le nombre de créations d'emplois, le taux d'employabilité reste faible en Afrique. Voilà le problème, voilà le défi pour le pouvoir, pour les pouvoirs publics. Mais nous avons des pays qui font peut-être mieux que d'autres. Mais espérons, donc c'est notre rôle, c'est normalement la promotion, donc d'abord de l'investissement et la promotion de la création d'emplois. Donc c'est pourquoi on espère élargir peut-être notre réseau pour toucher peut-être plusieurs pays africains et plusieurs chercheurs, puisque j'espère que les pouvoirs publics s'ouvrent sur les conclusions normalement ou les travaux des chercheurs, c'est très très important. Professeur, merci pour cette intervention très saillante. Moi, j'aurais profité pour votre expertise. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous avons encore atteint le niveau, peut-être, nous sommes déjà le niveau marocain. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui à nos gouvernants, à nos politiques publiques, afin de réorienter nos programmes universitaires pour qu'on puisse s'adapter à cette vision que vous venez de développer? Oui, nous avons, c'est au niveau international, donc nous avons ce débat entre la formation et l'emploi. Donc nous avons un grand débat ici au Maroc. Est-ce que l'université doit former pour le marché de l'emploi ou doit former pour former et former pour la recherche? C'est très très important. Mais normalement, la solution, c'est le développement de la professionnalisation. Donc les établissements normalement de la formation professionnelle jouent actuellement un rôle très très important au Maroc. Presque pour chaque secteur d'activité, c'est peut-être un exemple pour votre pays. Pour chaque secteur d'activité, nous avons le textile, nous avons le tourisme, la voiture, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Pour chaque secteur d'activité, nous avons la création normalement des structures de formation professionnelle pour les bâtiments, etc. Et dans ce cas, ces diplômés de ces organismes de formation, les diplômés, sont facilement absorbés par le marché. Mais malheureusement, puisque le système productif reste faible, si vous voyez, le taux d'investissement reste faible, dans ce cas, le système productif ou le marché d'emploi ne peut pas absorber la totalité des diplômés ou la totalité des jeunes qui arrivent sur l'emploi. Donc la solution, c'est le développement de l'esprit d'entreprise en amont et de développer normalement des structures de la profession
professionnelle, c'est très très important en fonction de la spécificité de chaque économie. C'est très très important. Voilà, donc, la professionnalisation est importante. Allez, professeur, donc merci infiniment pour ces réponses. Vous nous avez beaucoup aidé à comprendre le contenu de ces journées internationales de l'investissement et de l'emploi. Nous espérons encore vous avoir dans cette émission pour que vous nous expliquiez merci beaucoup. Votre vision de l'emploi et de la formation. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Hein. Allez, bonne. Allez, donc on va poursuivre avec un autre thème. C'était Mohamed Kaharis. Il est professeur des sciences économiques. Il était le directeur des journées internationales de l'emploi de Rabat. Alors, décryptage rapidement avant de passer au troisième thème. Alors, Monsieur Odilon Maoumi, par exemple, vous qui êtes professeur de droit dans les universités, est-ce que quelque part, vous ne vous êtes pas senti touché, ou M. Balikonde également, vous ne vous êtes pas senti vraiment concerné par le constat que le professeur a fait? Nos institutions d'enseignement supérieur, très malheureusement, au lieu de former des diplômés qui seront absorbés par le marché de l'emploi, soit pas forcément au niveau de la fonction publique, mais qu'ils puissent au moins créer des entreprises. Est-ce que quelque part, les domaines dans lesquels vous évoluez, les sciences humaines, le philosophe qui est là, et on a aussi les sciences juridiques, le juriste qui est là, est-ce que quelque part vous ne sentez pas que la formation que vous donnez parfois est en déphasage avec les besoins du marché de l'emploi? Bon, pas forcément en déphasage avec les besoins du marché de l'emploi. C'est que la grosse question, c'est que est-ce qu'il faut apprendre à initier l'apprenant guinéen sur les questions de montage de projet, sur les questions entrepreneuriales. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde. Ça doit être un tronc commun d'ailleurs pour tous les apprenants. Pour tout apprenant, de quelque niveau que ce soit. Oui. Pourquoi je dis qu'on n'est pas en déphasage? Lorsque vous prenez par exemple les facultés de droit, il y a quand même des concentrations qu'on appelle par exemple la concentration carrière judiciaire, qui permet par exemple aux sortants, aux diplômés de cette concentration-là, de pouvoir créer des entreprises. C'est là où en principe doivent sortir, a priori, sortent les avocats, les notaires, les greffiers, j'en passe. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est assez sélectif, ces emplois-là. Souvent, quand on est de famille modeste, c'est pas très évident. Non, oui, mais il faut... Oui, mais il faut le dire. Il faut quand même... Moi, le téléspectateur qui nous regarde, lorsqu'on a la volonté... vous le dites facilement, eh bien... Non, mais quand on est brillant, voilà, quand on a la volonté, qu'on a une vision, qu'on a un objectif à atteindre, on l'atteint forcément. Oui. À côté de cette concentration, nous avons par exemple ceux qui font administration publique. Là, a priori, c'est des gens qui doivent être versés directement dans l'administration. Donc, globalement, qu'on soit diplômé d'une filière administrative ou d'une filière qui relève exclusivement des droits privés, on peut quand même se forger à porter un jour le manteau de consultant. Moi, par exemple, moi je suis publiciste, mais il arrive souvent que je bénéficie des contrats de consultance dans tel ou tel domaine du droit, naturellement. Donc, pour dire qu'on peut quand même se frayer son propre chemin. Encore une fois, je reviens sur le fait que je suis d'accord a priori que la plupart des emplois, c'est pour verser les gens dans l'administration publique, mais il faut qu'on développe l'enseignement sur les questions entrepreneuriales et ça va permettre un peu à l'État à être déchargé. Je vais être un peu brutal ce soir. Monsieur Balikonde, allez faire la philosophie, pourquoi à l'école? Oui, alors, bon, s'il faut être diplômé en philosophie pour n'être qu'enseignant ou pour... généralement, c'est ce qui se dit de ceux qui font de la philosophie. Alors, pourquoi faire de la philosophie? Est-ce que ce n'est pas préparer des chemins? Non, moi, avant qu'il nous prenne la parole, en principe... au fait, ça va de peur. Nous avons besoin de deux types de formations. Oui. Des formations qui ont pour sens, pour but, une France lauréate se retrouve dans le marché d'emploi en créant des entreprises. Et nous avons aussi besoin des élites qui vont réfléchir et définir nos politiques, nos visions à travers des laboratoires de recherche. Donc, ça veut dire qu'un philosophe est censé de nous proposer des solutions en temps de crise et de définir une politique publique. Et dans cet espace-là, c'est un espace de complémentarité entre un philosophe, un ingénieur, un aéronautique. Oui, mais malheureusement, chez nous, la pyramide est renversée et vous lancez des fleurs ce soir à M. Balikonde, M. Massaré. Bon, vous l'avez rendu heureux. Moi, je commence par poser une question. C'est l'emploi qui cherche l'homme ou c'est l'homme qui cherche l'emploi? Cette question-là doit être... C'est l'emploi qui cherche l'homme ou c'est l'homme qui cherche l'emploi? Oui. Pour moi, c'est l'emploi qui cherche l'homme. Mais à une seule condition, qu'il soit très bien formé. Quand on est formé,
je pense qu'on sera sollicité par tout le monde. Oui. Mais pour être sollicité par tout le monde, je pense qu'il faut être bien formé. Il faut être bien formé. Mais pour être parce bien que personne n'a envie de recruter un mauvais. Très bien. Pour être bien formé, comme M. Mansari l'a dit. Parce que pour moi, l'emploi, c'est la fin. Mais les gens ne parlent pas souvent des moyens. Les moyens, c'est quoi? Ce sont nos programmes. Dans un pays où il y a décloisonnement entre la formation de l'enseignement universitaire et la formation supérieure, vous voulez que ceux qui sortent de nos universités soient bien formés? Non. Non, en fait, il y a cloisonnement. Il y a cloisonnement parce que c'est comme la dernière fois, vous aviez dit qu'il fallait avoir un seul ministère. Il y a décloisonnement. C'est qu'il n'y a même pas de rapport entre les deux. Oui. Ce que je veux dire, chacun évolue dans sa direction, alors que c'est un système complémentaire. Quand on prend l'université, il y a des options qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Ceux qui sortent là-bas, ils peuvent être des directeurs des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on fait à l'enseignement préuniversitaire qui nous permet d'être performants, n'est-ce pas, dans ce domaine-là? Il n'y en a pas. Donc il faudrait qu'on fasse en sorte que nos programmes soient réadaptés, n'est-ce pas, à nos universités. Pour ne pas que l'université soit le lieu où on commence la formation. La formation doit commencer à partir, n'est-ce pas, du collège, lycée, etc. C'est pourquoi il faut tenir compte il faut harmoniser en fait. Il faut tenir compte de cette spécificité-là, de la création de nouvelles filières. Parce qu'en Guinée, la Guinée est le seul pays au monde où il y a seulement 3 types de bacs. Mais ailleurs, on a 5 types de bacs, 6 types de bacs, 7 types de bacs. Et puis on n'a pas les lycées professionnels, par exemple. On n'a pas aussi les lycées techniques. Oui, les lycées on veut que les étudiants soient formés à l'université. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans seulement, c'est impossible. La formation doit commencer à partir, n'est-ce pas, du collège. Déjà même dans donc vivement la création des lycées techniques, oui, la et la réécriture du programme d'ailleurs. En fonction de nos études supérieures. Il faut une logique entre ce qui est fait au supérieur et au préuniversitaire. Vous avez posé une question qui est importante. Vous dites qu'un philosophe, par exemple, quand vous faites la question qui fâche. Oui, quand vous faites la philosophie, par exemple, vous pouvez, après les études, parce qu'en philosophie, il y a ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, la politique, la philosophie politique. La philosophie politique s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, du conseil dans le domaine politique. C'est-à-dire que vous pouvez être un conseiller politique, vous pouvez aussi travailler dans le cadre de la communication. Oui. Par exemple, moi je connais des philosophes qui ont occupé la première place, c'est-à-dire qui sont responsables de communication de certains partis politiques. Et quand on finit aussi les études, il faut tenir compte de plusieurs types. C'est par exemple un débouché qui est très fermé, par exemple, qui est fermé. Au regard du nombre de diplômés que nous avons chaque année, M. Balikondé. Il faudrait que les filières de philosophie élargissent encore les débouchés sur un problème, M. Balikondé. Il y a des psychologues qui se spécialisent en philosophie. C'est pas avec une licence on va faire de la psycho. Oui, mais je dis bien, c'est une sorte de l'université de Symphonie en tant que psychologue. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont recruté nos étudiants de Symphonie dans leur entreprise en tant que psychologue. Parce que partout dans le monde entier, on a besoin de psychologues. Même dans cette institution, je parle de cette radio, on a besoin de psychologues parce qu'on peut souffrir de certains problèmes. Il faut aller le cas de Kaloum, par exemple, on a besoin de psychologues. Les psychologues qui sont sortis de Symphonia devraient être recrutés pour venir, n'est-ce pas, discuter avec les sinistrés. Donc, ça veut dire que quand vous faites aussi les sciences humaines, vous pouvez travailler. Mais les gens pensent que le travail, c'est le travail physique. On a besoin aussi des consultants. Quand vous êtes consultant d'une entreprise, ça c'est de l'emploi. Et on a aussi besoin des agents de développement communautaire. Dans quel cadre on forme les agents de développement communautaire? C'est dans le cadre, n'est-ce pas, des sciences humaines. Donc les sciences de l'humanité, l'essentiel c'est quoi? C'est d'être très bien formé. Et une fois qu'on est formé, on ne va pas chômer. Parce que le fait d'aller à l'école, on ne doit pas chercher seulement à lire et à écrire. Ce n'est pas cette connaissance livresque qui aide l'homme. Qu'est-ce qui aide l'homme? C'est le fait de penser, réfléchir. Parce que tout se passe d'abord dans la tête. Vous avez dit une chose ici, ça m'a beaucoup émerveillé. Quand vous avez dit que le surréalisme est important, parce que c'est quelqu'un qui s'est assis, il a dit que est-ce qu'on peut faire voler l'avion? Il a dit faire ça dans sa tête d'abord et après il est allé sur le terrain. On est parti de l'imagination et on a fait voler l'avion. Et quelqu'un aussi qui étudie, tu dis, aujourd'hui je suis pauvre. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une maison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une voiture? Il réfléchit, il met ça sur un papier et il travaille sur ce chemin-là. Directement, il a la voiture, il a la villa, il a une belle vie. C'est comme ça l'étude. L'étude te permet d'emprunter le chemin qu'il faut pour la réussite.